Ah, je vous jure, comment c'est pas facile d'être un mec aujourd'hui. T'es là, t'as 12 ans et t'es déjà en concurrence avec des PDG, des banquiers, des politiciens pour deux filles de ton âge. Oh. Mais voici Karina Schulak, et c'est la dernière petite amie de Jeffrey Epstein. Ils sont restés ensemble pendant plus de 10 ans, donc elle connaissait tout de lui. On la retrouve partout dans ses fichiers. Elle a tout balancé il y a quelques jours là. Les puissants de ce monde et les célébrités ont tout un culte. Ils mangent de la viande. Ils font des cérémonies de sacrifice de minicum pour Lucifer. Jeffrey était innocent. Quoi ? Sérieux ? Il a été piégé par des gens puissants pour le faire taire. J'étais sa dernière confidente et j'ai entre les mains des preuves qu'il a cachées jusqu'à présent. Elle précise « Je ne suis pas suis au cas où ». Et bientôt, vous allez connaître toute la vérité. On la voit dans cette vidéo en train de danser avec Jeffrey. Elle a été aperçue avec plein de stars, comme par exemple Meghan Markle, qui est elle aussi une yacht girl professionnelle. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est tout ce milieu sale des puissants avec plein de filles pour les divertir. Mais en tout cas, on voit qu'elle kiffait Epstein. Regardez les mails qu'elle lui a envoyés. Ah ouais, love you, love you, love you. Alors soit elle était complètement tarée, soit elle était réellement amoureuse de lui. Même si ces déclarations semblent un peu extrêmes, vous le savez en tant que moi, si elle est restée avec lui plus de 10 ans, c'est qu'elle est au courant de tout. Je suis sûr que c'était un peu son bras droit dans l'organisation, dans le recrutement. Et pourtant, Karina, elle n'a jamais été inquiétée par la justice et jamais elle s'est exprimée sur le sujet jusqu'à il y a quelques jours là. Déjà, un des trucs les plus importants et les plus chelous, c'est le testament de Jeffrey Epstein. 2 jours avant sa mort, le 8 août 2019, Epstein a désigné Karina comme l'héritière principale de toute sa fortune. Et on parle de sommes entre 100 et 500 millions de dollars. 2 îles privées, un ranch au Nouveau-Mexique, un manoir à New York, un appartement à Paris et la propriété de Palm Beach. Sans oublier une bague en diamant de 33 carats et d'autres bijoux. Alors on sait pas si elle a réussi à tout toucher parce qu'il y a une partie qui est partie pour payer les avocats et tout, mais c'est quand même énorme. Sur Twitter, en tout cas, elle dit qu'elle a pas besoin d'oseille, qu'elle est bien financièrement. Et le détail qui tue, c'est que le dernier appel téléphonique de Jeffrey Epstein en prison, avant ça, c'était justement à Karina. Ça a duré 15 minutes, et pour moi, c'est ultra louche. On dirait, c'est comme si en fait, il lui a donné des instructions. Alors moi, je vous le dis franchement, je suis plutôt partisan de la théorie où sa disparition, elle est un peu chelou. Et il y a de grosses chances qu'ils soient encore en vie. Et là, ce coup de fil, pour moi, c'est une confirmation de la théorie où en réalité, là, il est en train de chiller sur une île. Le fait qu'il ait tout légué à une seule personne avec qui il était depuis 10 ans ressemble à un plan pour mettre ses biens à l'abri, juste le temps de disparaître. Parce que Ghislaine Maxwell, qui est sa meuf officielle qui est en prison là, elle a rien eu, nada. Tout ça semble beaucoup trop bien huilé. Et Karina Schulak, donc c'est une Biélorusse. Pourquoi manger de la viande avec des pommes de terre? Elle a déménagé aux États-Unis en 2009, elle avait à peu près 20 ans. Et elle a rencontré Jeffrey Epstein après déjà sa première condamnation en 2008. Donc elle savait que c'était un type sale. Et donc absolument rien ne l'a dérangé. Elle a décidé de devenir sa copine. Et visiblement, elle a fait tout le nécessaire pour rester près de cet homme. Epstein payait ses études de dentiste aux USA, les soins de sa mère et il aidait financièrement sa famille à Minsk. Karina a fini ses études de dentiste en 2025, comme on le voit dans cette vidéo de remise de diplôme. Et vous voyez la photo super glauque là du cabinet de dentiste avec plein de masques de célébrités, celle qu'on a retrouvée lorsqu'ils ont fait une visite donc des propriétés sur l'île de Epstein. Bah c'était sans doute le cabinet d'entraînement pour Karina. Il l'a équipé spécialement pour elle. Et donc là tout récemment son nom a ressurgi sur Twitter. Donc c'est réellement son compte qui existe depuis 2017. Il avait rien posté pendant très longtemps et là d'un coup, il y a quelques jours là, il s'est mis à poster plein de messages très perturbants. Jeffrey a été entraîné dans leur combine pour l'argent et le chantage. Mais lui, personnellement, il n'a jamais participé à ces rituels. Trump détestait Jeffrey et il le jalousait. Je sais tout de toi, Donald Trump. Ce que vous voyez dans ces fichiers, c'est juste ce qu'on vous laisse voir. En réalité, c'est bien plus sombre. Jeffrey n'a jamais été le méchant que vous imaginez. Et je ne peux plus lire ces bêtises sur les atrocités qu'on lui prête. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc du coup, bien sûr, tout le monde s'est rué là-dessus. On lui a demandé par exemple, est-ce que Jeffrey est toujours en vie par rapport aux photos qu'il y a eu de lui à Tel Aviv. J'en ai parlé dans la précédente vidéo. Elle a répondu, non, c'est faux. Jeffrey, il n'a pas fait ça tout seul. On lui a promis une peine courte pour calmer la foule. Puis, ils l'ont Et Bill Gates, demandez-lui qui est Sonia. T'as la journaliste américaine Candace Owens, elle a direct essayé de la contacter. Elle lui a demandé une interview et de lâcher tous les noms. Donc vraiment tout le monde s'attendait à une bombe de ouf. Mais voilà que le lendemain matin, un message apparaît. C'était une blague de la crypto community. C'était une expérience sociale pour montrer que vous êtes prêt à croire absolument n'importe quoi. Et au final, le compte a été supprimé. Son compte Telegram a été renommé en Experiment et la vraie personne de Karina Schulak n'a pas réagi. Donc c'était une escroquerie pour de l'argent parce que même si, comme je disais, elle demandait pas d'argent,
elle disait que je suis bien niveau thune, elle a quand même balancé une cagnotte en crypto pour soutenir les victimes. Et forcément, plein de gens crédules ont commencé à acheter leur fric. Alors moi, je suis perdu là-dedans. Est-ce que c'est vrai que c'est faux? Ou est-ce que c'est faux parce que c'est vrai? Parce que des filles de l'Europe de l'Est qui venaient faire des trucs sales sur l'île de Jeffrey, il y en a eu un paquet. Il y a plein de photos, elles sont à moitié AWP qui ont été retrouvées. Pour vous illustrer ça, je vais les mettre sur mon Telegram, parce que là, même avec la censure, ça va pas passer. Et puis bien sûr, c'est ici qu'on débat de tous les éléments, que je poste dès que je découvre un nouveau truc. On fait notre propre enquête. Et les détails les plus glaçants de l'archive, ce sont les notes personnelles de Jeffrey, saisies lors de sa perquisition. À l'intérieur, les enquêteurs ont découvert le texte d'une berceuse russe écrite en phonétique. Баю баюшки баю, не ложись на краю. Suivi juste après d'une instruction pour masser les minicums. Quelqu'un veut un petit bout, hein? Les nouveaux chocolats aux États-Unis? Et le pire, c'est que toutes ces filles, c'est même les parents eux-mêmes qui les ont envoyées, en échange de sommes d'argent, bien sûr. Moi, ce qui m'a dégoûté, c'est qu'en fouillant, j'ai trouvé une vidéo super dérangeante. On voit des parents russes qui remercient Jeffrey en russe. Hello. Thank you very much, Jeffrey. We are very happy. Thank you. Thank you. Спасибо. Спасибо. Il le remercie beaucoup trop, là, c'est malsain. Alors peut-être qu'il les a juste aidés par sa bonté divine. Ah, on sait tous très bien que c'est un type super gentil. Mais malheureusement, je pense surtout qu'il le remercie pour l'argent qu'ils ont reçu, qui a permis à Jeffrey de réaliser un de ses fantasmes les plus glauques. Mais comment il a réussi à atteindre un tel statut avec autant d'oseille pour pouvoir acheter n'importe qui? Et puis comment il a réussi à bâtir cet empire avec toutes ces minicums, toute cette organisation, ces rabatteurs, des filles qui travaillaient pour lui, d'autres qui étaient amoureuses de lui? Est-ce que c'est parce que c'était un vrai génie? Alors d'après le témoignage de Michael Stroll, le patron d'une société de jeux d'arcade, à qui Jeffrey a soutiré 450 000 $, il lui a fait croire qu'il a investi dans une société de pétrole, puis il lui a tout carotte. Et le pire, c'est que Stroll a tenté de l'attaquer en justice, et Jeffrey avait les bons avocats, les bons contacts, et du coup l'autre il a perdu. Tous ses amis le prennent pour un gros génie, parce qu'il est très riche. Moi, je n'ai jamais vu le moindre génie chez lui. Je ne l'ai jamais vu travailler. Tous les gens que je connais aussi riches que ça, ils bossent 26 heures par jour. Et lui, il s'amuse 26 heures par jour. Donc bien sûr, mets un gros like là tout de suite parce qu'il faut que cette vidéo tourne au maximum. Il faut prévenir de ce danger autour de nous. Dans les commentaires, dis-moi, quelle célébrité te fait plaisir du fait qu'elle soit pas dedans? Il y en a pas beaucoup au final qui sont pas dedans. Dans les commentaires, bien sûr, vous balancez notre code HEPS pour me montrer votre intérêt pour que je continue à faire des vidéos sur ce sujet. Je vous préviens, ça va être glauque. Allez. C'est parti. Alors, pour comprendre son organisation, on va se replonger dans son passé. Donc, Jeffrey naît en 1953 à New York, dans une famille ouvrière tout à fait classique. Sa mère fait des petits boulots comme assistante scolaire, son père il est jardinier au département des parcs et de loisirs de la ville. On raconte que très tôt, Jeffrey montre un vrai penchant pour les maths. Et il a toujours eu un rêve très simple, limite mignon, c'est surtout de devenir très riche. Il termine son lycée avec 2 ans d'avance. Il entre à l'université de maths physique, mais il n'a jamais décroché le diplôme. Mais malgré ça, il arrive à devenir enseignant de maths pendant un court moment dans une école privée ultra élitiste de Dalton. Il a alors 21 ans. Et presque 50 ans plus tard, d'anciens élèves se souviendront de ses comportements étranges. Jeffrey se baladait dans les couloirs en manteau de fourrure, chaîne en or, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Ah, il faisait le Mia. Alors officiellement, aucun élève n'a jamais déclaré s'être fait V par Jeffrey à ce moment-là. En tout cas, pas publiquement. Mais dès le milieu des années 70, Epstein montre déjà son vrai talent. C'est repérer les bonnes personnes et savoir s'en servir. Alors la direction de l'école ne l'apprécie pas vraiment. En revanche, il sympathise avec le père d'un élève qui le présente à Ace Greenberg, top manager de Bear Stearns, l'une des plus grosses banques d'investissement avant la crise des 2000. Et c'est comme ça que Jeffrey met un pied à Wall Street. Lors de son entretien d'embauche, il ment sur 2 diplômes d'université californienne. Et quand le mensonge est découvert, il a lâché calmement: je savais que sans diplôme impressionnant, personne ne me donnera jamais la moindre chance de me prouver. En 1980, à seulement 27 ans, il est déjà associé junior. Il a un salaire d'environ 200 000 $ par an, ce qui équivaut à peu près à 1 million aujourd'hui. Et la même année, Jeffrey claque 10 000 $ du compte de la société en bijoux pour sa petite amie. Puis il prête 15 000 $ à un ami, donc la banque elle est pas contente, elle lui propose une amende et 2 mois de suspension. Jeffrey, lui, il se vexe, il refuse et il quitte définitivement la boîte. Parce que ça y est, il commençait déjà à avoir suffisamment de contacts. Donc très vite, il retrouve du travail et remet le couvert. Il devient consultant chez Towers Financial Corporation. Alors officiellement c'est du conseil, officieusement, il aide à débrouiller des boîtes. Alors son plan est simple et presque élégant dans sa vulgarité. Racheter des actions d'entreprises en difficulté, virer le top manager, dégager une partie de salariés et faire artificiellement monter le cours de l'action. Puis tout vendre à des pigeons convaincus d'avoir flairé le bon coup. Et pendant ce temps-là, il lève plus d'1 demi-milliard de dollars auprès des investisseurs. Et il promet des rendements délirants, bien au-dessus de ceux des banques. Et en réalité, l'argent il part en yacht, en voiture, en femmes et pour la vie de luxe. Sur papier, Towers Financial est une société de recouvrement de dettes médicales. Mais en
réalité, c'est une pyramide financière. Bien avant Madoff ou Mavrodi, ils rendent le concept super mainstream. Et évidemment, la pyramide finit par s'écrouler. Et l'affaire Tower Financial devient à l'époque le plus grand scandale de fraude financière de l'histoire des États-Unis. Et le grand coupable officiel, c'est Steve Offenberg, le patron de la boîte. Pendant tout le procès, il tente de rejeter la faute sur Jeffrey, expliquant que c'est lui le cerveau de l'opération. Sauf que sur les documents, Jeffrey, il apparaît nulle part. Et surtout, il a quitté la boîte un peu avant l'effondrement. Et au final, il a eu 0 responsabilité. Et Offenberg, lui, prendra 20 ans de prison. C'est un malin, Jeffrey, un vicieux. Et cette histoire de construction pyramidale, ça va lui donner des idées pour plus tard. Et c'est ça qui est fascinant dans cette histoire. C'est qu'à chaque fois que Jeffrey, il est viré pour fraude ou pour des magouilles financières, au lieu de tomber, il monte. Chaque échec devient un tremplin. Et dans sa biographie, il y a tellement de zones inconnues, de parts d'ombre. Par exemple, lors de la perquisition de son domicile en 2019, les enquêteurs ont trouvé un passeport autrichien avec un faux nom, avec plusieurs visas montrant des voyages répétés au Moyen-Orient. Donc Jeffrey, en fait, il avait des connexions de partout. Et au final, c'est peut-être ça la meilleure leçon de cette histoire. C'est que malheureusement, souvent, le succès, il dépend pas de ton talent, de tes diplômes ou de ton travail, mais c'est juste la capacité à créer des relations. Savoir à qui parler, savoir qui il faut... Parce qu'à la fin des années 80, Jeffrey, il est déjà millionnaire. Et du coup, il fonde sa propre société et n'accepte comme client que des gens disposant de plus d'1 milliard de dollars d'actifs. La sélection naturelle version jet privé. Et c'est la partie de carrière où il a le plus réussi. Sa boîte Epstein & Co, le concept est super simple. C'est la gestion de fortune si ta fortune dépasse donc le 1 milliard. Et là, tu dois te dire, mais quel milliardaire normalement constitué confierait tout son argent à un type comme ça qui est déjà entouré d'histoires de magouilles? Bon, en tout cas, un client, il a mordu à l'hameçon. Et c'est Leslie Wexner, le patron de Victoria's Secret, un empire de vêtements pour femmes. Et cette relation ouvre à Epstein les portes de la très grande vie. Et les années 80, c'est l'époque de l'argent fou, du champagne tiède et des excès assumés. C'est l'ambiance qui inspirera plus tard le loup de Wall Street. Et New York, c'est l'épicentre de tout ça. Sur les photos des soirées les plus huppées, on voit Jeffrey Epstein qui apparaît un peu partout. Alors il est pas dans les gros titres, il n'y a pas d'interview, il est assez discret, presque invisible, tout en étant un des hommes les plus connectés du pays. Et c'est à cette période qu'il fréquente ou croise des figures comme Bill Clinton, Prince Andrew, Mohamed Ben Salam, Bill Gates, Elon Musk, le pape Jean-Paul II, ou encore des icônes du show business comme Mick Jagger, Woody Allen, Kevin Spacey. Ah, il a une carte de visite longue comme un générique de film. Et ce réseau XXL, il le doit en grande partie à sa seule campagne officielle, Ghislaine Maxwell, la fille du magnat des médias Robert Maxwell. C'est lui qui possédait MTV Europe, le Daily Mail de Londres, le Daily Mirror et d'autres médias britanniques. Donc c'est une fille d'un très très riche et lorsqu'elle rencontre Jeffrey, elle tombe tout de suite amoureuse de lui. Elle est au star pour 20 ans et c'est elle qui lui sert ensuite d'un laissez-passer pour le haut gratin. Et après la mort mystérieuse de son papa et surtout l'effondrement de son empire, Ghislaine Maxwell s'installe à New York et Jeffrey devient son protecteur. Maxwell joue un rôle absolument central dans sa trajectoire. C'est elle qui ouvre toutes les portes de ce monde de old money, de l'aristocratie européenne, des familles monarchiques, tout le gratin dauphinois, et non pas le gratin carotte. De rencontrer le gratin carotte. Et non pas le gratin de pommes de terre. Et déjà à l'époque, bien sûr qu'elle connaît ses obsessions pour les minicums. Elle ne se contente pas de les accepter. Elle commence même à participer activement à son recrutement. Parce que elle aussi, elle a le même type de dérangement. Selon plusieurs témoignages, Maxwell se présentait comme la grande sœur. Elle expliquait aux minicums comment fonctionne le monde des hommes riches et puissants. Ce que tous ces hommes riches veulent de ses filles. Elle imposait même les instructions précises sur la manière de travailler avec Jeffrey. Un livret daté de 2002, long de 58 pages, a montré qu'il y avait une clause de confidentialité et des détails complètement lunaires, comme par exemple l'obligation qu'un pistolet chargé soit toujours présent dans la table de nuit de la chambre de Jeffrey, ou l'interdiction pour certains de le regarder dans les yeux. Plus tard, le parquet affirmera que Maxwell, entre 1990 et 2004, recrutait pour Epstein des minicums qu'il utilisait à ses fins les plus sales. Des victimes racontent que Ghislaine se joignait très souvent à leur danse en groupe. À l'époque, tous ces minicums avaient entre 14 et 16. À la fin des années 90 et au début des années 2000, Jeffrey évolue déjà dans un cercle très fermé. Il entretient de relations très amicales avec Donald Trump, alors qu'il était juste un simple magnat de l'immobilier, avec Bill Clinton, donc le président des États-Unis, et avec le prince Andrew. Le genre de fréquentation qui, disons-le, ne se fait pas par hasard. Donc on commence de plus en plus à entendre parler de lui, et de son destin très bizarre. Et surtout, il y a des plaintes qui sont déposées à la police, mais personne n'y croit. Alors une journaliste commence à entendre des témoignages sur les affaires les plus louches de Jeffrey. Elle décide de publier un article sur ce personnage étrange. Dans les mêmes papiers, elle remet aussi en question sa fortune et son train de vie. Parce que soyons honnêtes 2 minutes, un type qui dirige toute sa boîte et gagne des millions et des millions avec un seul client. Alors certes milliardaire, mais quand même. Est-ce que ce business ne serait pas juste une façade pour blanchir l'argent d'une pyramide financière? Pendant son enquête, 2 jeunes filles contactent la journaliste et affirment que Jeffrey les a
La journaliste veut en savoir davantage, mais d'un coup, elles arrêtent de témoigner. Parce que Jeffrey les a soudoyés. Il a payé les études de l'une dans une université prestigieuse et il a financé la carrière artistique de l'autre. Et quant à la journaliste elle-même, elle est intimidée, menacée. Et la journaliste en question, à l'époque, elle est enceinte de jumeaux. Et Jeffrey arrive à l'appeler directement chez lui. Et il lui dit « Vous attendez des jumeaux, c'est ça? Vous accouchez dans quel hôpital ?» La journaliste, elle dit « Je vais pas vous répondre. De toute façon, je les connais tous, les hôpitaux de New York. Et quoi qu'il arrive, on vous jettera un sort pour que vos enfants ne voient jamais le jour si vous publiez cet article. » Ah ouais, donc là, l'autre, elle se dit « Vas-y, c'est quoi ce délire ?» Elle commence à paniquer. Et son patron, donc le directeur des publications de Vanity Fair, dans son jardin, il retrouve un chat avec une balle de gros calibre posée devant sa porte. Alors, message reçu, très fort, très clair. Ça, ils en parlent dans le documentaire Netflix sur lui. Je vous jure, ça fait flipper ce genre de truc. Et ce mode opératoire d'intimidation, donc de peur, de silence, il l'utilisera toute sa vie. Et c'est comme ça qu'il a réussi à cacher ses crimes pendant des décennies. C'est pas par magie, c'est par terreur. Mais vu l'ampleur de sa dégueulasserie, il n'arrive pas à tout contenir et tout contrôler. Et la première fissure apparaît en 2005. Jeffrey possède depuis 1990 un immense manoir à Palm Beach, très prisé à l'époque par les businessman. Et en mars 2005, la police locale reçoit un appel d'une mère inquiète. Sa fille de 14 ans, en fait, elle a retrouvé $300 en liquide dans la poche de sa fille de 14 ans. Elle lui a demandé mais d'où ça vient. Et la gamine, elle est scolarisée dans un établissement pour jeunes en difficulté. Elle répond à sa maman que ça serait un cadeau d'un certain oncle Jeffrey. La fille explique que sa grande copine l'a emmenée dans le manoir d'Epstein. Elle l'a conduite dans une pièce avec une table de massage. Puis, Jeffrey est entré, et seule avec lui, elle n'ose pas résister. Et on lui demande de faire un massage. Totalement à Walp. Il se permet de la... Lors d'une confrontation avec la police, elle reconnaît immédiatement Jeffrey parmi plusieurs photos. Et à partir de là, une enquête démarre et va durer plus d'1 an. Et d'après les derniers éléments qui sont sortis aujourd'hui, là, apparemment, ce serait grâce à Donald Trump que cette enquête a été lancée finalement. Alors, selon l'entretien du Bureau fédéral d'investigation, Donald Trump aurait personnellement alerté les autorités de Palm Beach sur Jeffrey. D'après ce document, Trump a appelé le chef de la police de Palm Beach. Et il lui a dit « Dieu merci, vous êtes en train d'arrêter Jeffrey. Tout le monde sait ce qu'il fait. » Et il a ajouté qu'à New York aussi, on savait que Jeffrey était repugnant. Et d'ailleurs, apparemment, Trump l'a viré de son club Mar-a-Lago parce qu'il était beaucoup trop creep. Donc Trump explique aussi qu'il se retrouvait une fois près de Jeffrey alors que des minicums étaient présents et qu'il s'est barré immédiatement. Donc la police de Palm Beach fait une perquisition chez lui. Dans la poubelle de la maison, les enquêteurs trouvent des bulletins scolaires. Et la fameuse grande copine qui ramenait des petites copines, c'était pas un hasard. En fait, Jeffrey a mis en place tout un réseau de rabatteuses chargé de lui ramener des minicums. Et en juillet 2006, après 13 mois d'enquête, Jeffrey est arrêté pour proxé. Donc lui, il accepte, il plaide coupable et il écope d'une peine de ouf, de malade, de 18 mois de prison. Sur lesquels il n'en fera que 13 pour bonne conduite. 13 mois! Alors que l'acte d'accusation, il fait 25 pages. Limite, tu mets plus de temps à le lire que rester en prison. On parle d'un dossier qui aurait dû lui valoir de la prison à vie. Mais Jeffrey bénéficie d'un accord ultra discret avec le parquet fédéral. Il est dirigé à l'époque par Alex Acosta. Et l'accord, il est vraiment magique. Plus aucune poursuite fédérale. Point final. Des années plus tard, quand Acosta tente d'entrer dans l'administration de Trump, on lui demande comment un tel scandale a pu être étouffé. Et il a répondu qu'on lui a clairement fait comprendre une chose. Jeffrey appartient au service de renseignement. Ne le touche pas. C'est comme si en gros, il voulait en apprendre plus sur lui. Condamner tous les gens connectés. En tout cas, ces 13 mois de prison, c'était vraiment le Club Med. Mieux que ça. C'est vraiment absurde parce qu'il obtient une aile entière pour lui tout seul. Sa porte n'est jamais fermée et il a le droit de sortir jusqu'à 12 heures par jour pour aller travailler. Et pour justifier son travail, il a même créé une société bidon dans laquelle il s'est auto-embauché. Le genre de peine que seuls les ultra riches peuvent se permettre. Et bien sûr, après sa sortie de prison, Jeffrey, il fait encore pire. Ils se sont totalement invincibles. Alors il recommence et on sait aujourd'hui que les histoires sont innombrables. Et la mécanique est toujours la même. Ghislaine Maxwell repère des minicums issus des familles très précaires, des familles pauvres qui n'ont pas les moyens, qui ont besoin d'argent, et il leur propose de gagner un peu d'argent avec ces massages. Et si ces filles acceptent d'aller plus loin, elles sont mieux payées. Et si elles refusent, on leur suggère de ramener des copines qui, elles, accepteraient. Et du coup, elles toucheraient des commissions sur ces copines. Marina Lacerda, une des témoins clés du dossier, a résumé le piège. Avec Jeffrey, ça commence toujours en petit et ça finit en hum-hum. Que tu le veuilles ou non. Sa maison avait une ambiance bizarre. Une immense bibliothèque, comme dans La Belle et la Bête. J'attendais dans son bureau et il y avait des photos des gens très connus partout. Alors je me disais, waouh, mais pourquoi cet homme veut que je lui fasse un massage? C'est complètement fou. Mais ma copine m'a dit,
T'inquiète, il est cool. On monte, on fait un massage, on prend $300 et on s'en va. » Et une autre victime raconte qu'avec sa sœur, Jeffrey les amenait carrément à Paris. Il leur faisait des journées parfaites à Disneyland Paris, il leur offrait de l'argent, même des bagues en or. Alors ces cadeaux étaient seulement réservés à celles qui allaient au-dessus d'un simple massage. Son majordome à l'époque, Alfredo Rodriguez, il dira plus tard qu'il soupçonnait que certaines de ses masseuses étaient des minicums. Car au petit déjeuner, elle mangeait des céréales au lait comme sa propre fille ado. Mais il n'a jamais pu le prouver. Mon Dieu, j'avais 14, j'étais tellement jeune. Et on se rappelle de ses connexions, il se faisait passer pour un recruteur de chez Victoria's Secret. Couverture idéale pour convoquer de futurs mannequins, elle est placée dans une position de dépendance totale. Et détail important, il ne chassait pas à Palm Beach. Non, c'était un quartier de riches. Trop visible, trop chic. Non, il allait chercher des filles dans les quartiers pauvres de Miami. Des familles avec des relations compliquées, des traumatismes. Il lui fallait des proies psychologiquement fragiles. Et donc le système était une pyramide. Exactement comme pour ces pyramides financières, mais version humaine. Il repérait une fille où Ghislaine la lui ramenait, puis cette fille, pour éviter de faire du hum-hum en continuant à gagner de l'argent, elle devait lui ramener d'autres filles. Et Epstein la payait en fonction du nombre de copines qu'elle recrutait. Une mécanique froide, calculée, répétée encore et encore. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de filles ont mis des années à parler, ou alors que certaines n'ont jamais parlé du tout. Parce qu'au final, elles étaient les victimes, mais elles étaient aussi dans les rouages du système. Et si elles parlaient, elles allaient se faire accuser, et elles risquaient d'être poursuivies et d'aller en prison. Et c'était ça le vrai pouvoir de Jeffrey. Il manipulait tout le monde au point de devenir complice, donc coupable. Sa stratégie était simple et diabolique, c'est « si je tombe, tu tombes aussi ». Et pourquoi beaucoup de ces filles étaient presque amoureuses de lui? Parce qu'il suivait justement un schéma ultra simple qu'on retrouve dans les relations toxiques, dans les sectes ou dans les grosses arnaques. Il faut que vous le compreniez parce que ça vous aidera à vous protéger. Étape 1, c'est de dire à la fille que tu es spécial. Donc t'as Ghislaine Maxwell qui arrive, confiante, avec un super look, avec des vêtements super chers. Elle lui promet une autre vie. Le mannequinat, le succès, la reconnaissance. Elle lui donne pas de l'argent tout de suite, mais une promesse. Et quand dans ta famille c'est compliqué et tu te sens invisible, devenir quelqu'un, ça vaut tout l'or du monde. Étape 2, c'est la dette. Alors on offre à ses filles un resto, un petit cadeau chic par-ci par-là. Alors rien d'énorme, mais suffisamment pour créer ce malaise discret. Vous voyez ce truc de on t'a donné quelque chose, il faut que tu nous rendes quelque chose aussi. Et étape 3, c'est l'isolement. On t'amène ailleurs, loin de ta famille, loin de tes amis. Nouveau décor comme un manoir ou une île avec de nouvelles règles, plein de nouvelles personnes qui répètent tout le temps que t'as eu de la chance, qui respectent toutes ces règles. Donc t'es dans une nouvelle bulle et ton esprit critique disparaît. Tu es seul et tu es dépendant. C'est pour ça justement que certaines de ces filles ne se considèrent même pas comme des victimes. Merci énormément pour l'accueil des vidéos précédentes. Ça a marché, on continue comme ça et même encore plus. Merci beaucoup à vous Miyagadou. Parlez-en autour de vous. S'il vous plaît, ne tombez jamais dans ce genre de piège. Moi en tout cas, je vous fais un maximum de Yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver mais très bientôt.